Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons résoudre des grilles de Sudoku. Alors on ne va pas travailler sur un algorithme de résolution de grilles, il y en a pas mal sur internet. Ce que je voudrais c'est plutôt travailler sur la partie vision comme assez souvent sur cette chaîne. Ce que j'aimerais c'est afficher une grille de Sudoku comme ça devant la caméra et ce que j'aimerais c'est que cette grille soit lue et que le résultat soit affiché en temps réel sur la grille. Il va y avoir bien sûr plusieurs étapes. La première va être de reconnaître la grille. Alors on a de la chance, là c'est sur une feuille blanche, les grilles sont bien dessinées, ça ne devrait pas être un gros problème. Une fois qu'on a réussi à extraire la grille, je vais corriger les perspectives pour pouvoir aller lire chacun des chiffres dans chacune des cases. Une fois que j'aurai récupéré ces chiffres, je pourrai les donner à une petite intelligence artificielle telle qu'on a pu en voir dans les tutoriels sur TensorFlow. Je pourrais donner tout ça à une fonction de résolution de grille de Sudoku. Donc encore une fois, comme ce n'est pas l'objet de la vidéo, je vais récupérer une fonction. Ça sera le seul petit morceau de code que je ne vais pas faire aujourd'hui. Et enfin, il va falloir projeter le résultat sur la grille lorsque je mettrai la feuille devant la caméra. Bon, alors première étape, récupérer la grille. Et je vais faire ça avec une fonction à seuil, une fonction threshold. Donc je vais partir de ma caméra comme d'habitude, je vais récupérer l'entrée ici avec cette fonction vidéo capture. Je vais appliquer un flou bien sûr comme on l'a fait à chaque fois, hein. On a vu l'utilité d'appliquer ce flou et je vais appliquer une fonction threshold. Donc ça c'est une fonction que j'ai déjà utilisée. Mais ce n'est pas cette fonction que je vais utiliser cette fois-ci et on va voir pourquoi. Donc juste pour rappel, hein, cette fonction, on lui donne bien sûr l'image en entrée, en premier paramètre. On lui donne le niveau du seuil. Ici, on lui donne la valeur lorsqu'on dépasse le seuil. Donc si je dépasse 150, la fonction me renverra 255, sinon 0. Et voilà, ici en fait, on dit que l'on veut juste des 255 ou des 0 et rien d'autre. Donc on va voir ce que ça donne et on va voir le problème. Voilà, si je fais Python threshold, voilà ce que j'obtiens. Voilà, donc ici la cam et ici le résultat. Donc là, si je prends ma grille et que je la mets devant, on voit qu'on peut lire la grille, sauf que dès que je la tourne, dès qu'il y a des ombres ou dès qu'il y a trop de luminosité, ça ne marche pas. Mais c'est logique, c'est une fonction à seuil. Donc je ne vais pas utiliser cette fonction, je vais utiliser une autre fonction à seuil qui s'appelle adaptative threshold. Voilà la documentation de cette fonction. Donc ici on a la fonction en Python. Donc pourquoi adaptative? Parce que en fait elle regarde quelle est la luminosité localement. Et en fonction de ça, elle détermine elle-même un seuil. Donc c'est pas moi qui lui donne le seuil, c'est un seuil qui va être calculé automatiquement et il va être calculé automatiquement en fonction de paramètres locaux. Donc si on regarde les arguments, on a bien sûr l'image source en paramètres. On n'a pas le seuil, on a max value, donc ça c'est l'équivalent du 255, c'est la valeur qui est retournée lorsqu'on dépasse le seuil. Ici on a la méthode. Donc on a deux méthodes, la méthode des moyennes et la méthode gaussienne qui donnent des résultats un peu différents. On peut choisir une méthode ou l'autre selon les problèmes. Là on va regarder tout à l'heure ce que donnent ces deux méthodes. Et on a block size. Donc ça c'est important, comme je l'ai dit, la fonction regarde la luminosité localement, donc elle va chercher plus ou moins loin. Donc là on précise un nombre de pixels. Il faut bien sûr préciser un block size qui fasse au moins 3,3. Il faut aller chercher au moins un pixel à côté. Et on peut aller assez haut, hein. Il faut juste savoir que le minimum est 3 et qu'on a bien sûr, il faut bien sûr donner un nombre impair. Je reviens dans mon code. Donc j'enlève ça. Et j'enlève le dièse ici. J'ai préparé ma ligne pour aller plus vite. Donc comme toujours tout à l'heure quand je dépasse le seuil, je vais mettre 255. Donc ici, méthode, j'ai mis une variable pour pouvoir jouer avec. Lorsque je vais appuyer sur la touche O, je vais basculer d'une méthode à l'autre.
Donc ça va nous permettre de voir ce que ça donne en temps réel. Et j'ai une variable ici que j'ai initialisée à 9 parce que c'est une valeur qui est plutôt bonne, je trouve. On va pouvoir jouer avec cette valeur, donc c'est la taille du bloc, hein. On va pouvoir jouer avec cette valeur en appuyant sur les touches P et M. Alors, je vais relancer Python Threshold. Et voilà, donc on a un résultat qui est très différent. Donc ici, j'ai affiché en haut la taille du bloc. Donc ici, je suis à 9 et ici, j'utilise donc la méthode gaussienne. Donc en appuyant sur O, je passe d'une méthode à l'autre. Donc voilà, là c'est la méthode des moyennes. Vous voyez qu'elle est, je trouve, un peu moins bonne. Même si après on sait nettoyer tout ça, hein, on l'a vu déjà par exemple avec la fonction erode, on peut faire ça. Là, comme j'ai la fonction qui me donne directement un résultat qui est meilleur, donc je vais utiliser plutôt cette méthode. Et on peut jouer aussi sur la taille du bloc. Donc là, je suis à 9, je peux le monter ou le descendre. Si je mets au minimum, vous voyez, ça donne des traits qui sont plutôt fins. Donc là, si je regarde ma grille, c'est pas mal. Et je peux augmenter. Donc voilà, ça donne des chiffres un peu plus épais. Et puis ça donne des cases vides. Alors c'est marrant, j'arrive à lire les chiffres qui sont de l'autre côté de la grille par transparence. Donc je vais descendre un peu. À 9, je trouve que c'est pas trop mal. Et là, la grille est plutôt propre. Et là, on voit bien qu'on n'a pas les problèmes qu'on avait tout à l'heure, les problèmes d'ombre. Je peux tourner ma grille. Cette fonction est vraiment très très efficace et elle est aussi extrêmement rapide. Bien, alors maintenant que j'ai une fonction type masque, c'est-à-dire avec des 0 et des 255, je vais pouvoir la donner comme d'habitude à la fonction fineContour pour essayer de repérer des formes à l'intérieur. Donc voilà, la fonction, elle est ici, fineContour, donc je lui donne threshold, hein, ce que me renvoie adaptative threshold. Et je vais parcourir le tableau qui m'est renvoyé ici. Je vais le parcourir ici, et bon, on peut juste regarder ce que ça donne. Hop, je vais faire ça. Donc si je regarde ce que ça donne, on va voir forcément énormément de contours. Voilà, ils sont tous dessinés ici, hein, ce sont tous les contours qui sont ici. Donc il y en a vraiment beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à cette fonction de me renvoyer un polygone qui entoure la forme. Parce que moi, ce que je veux, finalement, c'est chercher un carré, ou plutôt un carré déformé, donc un polygone à 4 côtés. Alors on a vu qu'il y avait plein de fonctions qui savent nous renvoyer une figure géométrique lorsqu'on leur donne un contour. En fait, une figure géométrique qui vient entourer le contour. Donc on a vu qu'on pouvait entourer des contours avec un cercle, avec un rectangle. Il y a une autre fonction qui sait nous renvoyer un polygone, et elle est ici. Alors, ce qu'elle prend comme paramètre, c'est notamment l'approximation du périmètre de la forme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une forme, on peut l'entourer avec une infinité de polygones. Ça pourrait être un polygone à 3 côtés, à 4 côtés, ça peut être un pentagone, ça peut être un octogone. Il faut que l'on donne un peu plus d'informations à la fonction pour qu'elle sache ce que l'on veut faire. Donc ce que l'on peut faire ici, qui est très classique, c'est demander à cette fonction quel est le périmètre, donc combien mesure le pourtour du contour. Et ce que l'on dit ici, c'est qu'on veut un polygone qui est dont le périmètre est égal au périmètre de la forme à 1% près. Ici j'ai mis 0,01. En général on met entre 1 et 5%. Là j'ai mis 1%. Alors une fois que j'ai tous ces polygones et toutes ces formes, il y en a, on a vu, il y en a vraiment beaucoup. Il faut faire le tri là-dedans, comme d'habitude. Comme d'habitude, je vais utiliser la surface pour faire mon tri. Donc on a ici cette fonction que j'ai déjà utilisée qui sait nous donner la surface d'un contour. Donc là déjà je fais un pré-tri. Et ce que je vais faire ensuite, c'est chercher parmi tous ces polygones quel est celui qui a la plus grande surface. Donc je vais faire un tri à la fois sur la surface, mais aussi sur le nombre de côtés, puisque moi ce que je cherche c'est un polygone à 4 côtés. Et en combinant ces deux
ces deux paramètres pour le tri, j'arrive à obtenir un résultat qui n'est pas trop mauvais, et on va regarder ça de suite. Alors, Python poly. Donc là, c'est bien, il n'y a plus grand chose, c'est super. Et si j'affiche ma grille, voilà. Donc là, on a le plus grand polygone à 4 côtés. Et c'est plutôt rapide. Et ça marche plutôt bien. Super, j'ai 4 points qui décrivent ma grille, qui me permettent de repérer ma grille dans mon image. Maintenant, je vais pouvoir faire une correction de perspective et dans OpenCV, vous vous en doutez, il y a une fonction qui fait ça très bien et on va aller voir cette fonction dans la doc. La fonction est ici et le hasard fait que l'exemple qui est donné est une grille de Sudoku. Alors comment elle marche? On lui donne bien sûr une image en premier paramètre, ça c'est normal. Il faut lui donner ici une matrice de déformation, ainsi que la taille de l'image d'arrivée, donc l'image qui est ici. Donc la matrice de déformation, bien sûr, elle n'est pas évidente à calculer, mais on a une autre fonction qui nous donne, qui nous fait tous les calculs. Pour ça, il faut lui donner deux séries de points, ici, et les deux séries de points sont ici données, ce sont de simples tableaux. Alors que sont ces deux séries de points? Ce sont les points avant et après déformation. Donc ils sont matérialisés ici. On les voit ici en vert. Donc là, on suppose qu'on a déjà les points, mais nous on a fait ce travail, donc on a ces points. Donc on voit les points qui sont ici. Ce sont les points qui sont notés ici. On voit les coordonnées de ces 4 points. Donc il faut les donner dans l'ordre, en fait dans un ordre identique avant et après. Donc ici en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. On donne ici les points à l'arrivée. Donc là, comme on veut un carré, on voit que c'est un carré 300-300 qui est dessiné. On donne tout ça à cette fonction qui nous renvoie à la matrice de déformation. Et cette matrice de déformation, on peut maintenant la donner à la matrice qui est ici. Et on récupère une image. Alors la fonction marche très bien, hein, on va s'en servir, mais il faut insister sur le fait qu'il faut donner les points avant et après toujours dans le même ordre. Le problème est que la fonction polygone ne nous renvoie pas les points toujours dans le même ordre. Elle nous renvoie une série de points et il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors juste pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai mis à côté des points du polygone leur numéro et on va voir qu'ils changent en fonction de la position de la grille. Voilà, donc c'est parti. Donc, la caméra est là. Je mets la grille. Voilà, donc j'ai mis les points à côté, mais vous voyez, selon que ça penche d'un côté ou de l'autre, l'ordre n'est pas du tout le même. Et même selon la perspective, on peut avoir une numérotation, des fois un peu bizarre, dont on n'arrive pas à comprendre la logique. Donc, peu importe, il faut que l'on remette un peu d'ordre dans tout ça. Ce que je vais devoir faire, du coup, une fois que j'ai récupéré une grille. Donc là, voilà, if contour grid is not known. Donc si j'ai bien récupéré un carré qui est suffisamment grand, je vais en fait déjà commencer par les ordonner selon Y. Je vais avoir les points dans l'ordre de haut en bas. Et selon que le point le plus haut soit à droite ou à gauche, je sais que ma grille penche plutôt à droite ou penche plutôt à gauche. Donc c'est ce que je fais ici dans la série de tests qui est là pour préparer mon premier quadruplé de points. C'est exactement ce que je fais ici. En fait, je regarde où se trouve le X et le Y de chacun des points et avec cette série de tests, je peux remettre un petit peu d'ordre là-dedans et faire mon tableau PTS1. Qui est ici, donc qui va ressembler donc selon les cas à ça, à ça, à ça ou à ça. La deuxième série de points, elle, ne bouge jamais. Et ensuite, donc, je peux donner ces deux séries de points à ma fonction getPerspectiveTransform pour avoir ma matrice de déformation et faire appel à ma fonction. Une fois que j'ai fait tout ça, tiens, là il y a une ligne en trop.
Une fois que j'ai fait tout ça, je peux afficher le résultat et on va regarder ce que ça donne. Je vais l'afficher ici. Bien, Python perspective. Donc normalement, maintenant, quand j'affiche ma grille, voilà, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et on voit que peu importe l'ordre des points ici, ma grille est nickel. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué, mais il y a un certain nombre de petits problèmes à régler, mais qui sont pas insurmontables. Voilà pour cette première partie. Ce que je vous conseille là, c'est d'essayer, avec les tutoriels que j'ai fait sur TensorFlow, d'essayer vous-même d'aller lire les chiffres et d'essayer de finir le programme. Sinon, je continuerai bien sûr dans une deuxième partie. Bien sûr, comme d'habitude, je laisse mon code disponible sur mon GitHub, dont le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, comme toujours, à faire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je vous dis à bientôt pour la seconde partie.